On en sait plus sur ce moment où tout s'est joué, au moment où Donald Trump a pris ses décisions, contre l'avis d'ailleurs d'un certain nombre de ses très proches, notamment Marco Rubio et J.D. Vance, qui n'étaient pas du tout allants. Le New York Times a publié une longue enquête où le journal raconte les coulisses de cette réunion qui s'est jouée loin des caméras. Et en lisant cet article, on a vraiment l'impression d'y être. On va aller à Washington retrouver Théo Bassilana parce que vous avez lu cet article et c'est vrai qu'il est extrêmement riche en révélations qui permettent d'éclairer ce qui se passe aujourd'hui. Exactement, c'est le New York Times qui le raconte et qui retrace notamment l'un des points de départ. Le 11 février dernier, lorsque le Premier ministre israélien débarque à la Maison-Blanche, il s'apprête à tenir une présentation secrète face au président américain pour lui montrer à quel point, selon lui, une offensive majeure contre l'Iran est nécessaire. Cela va durer 1 heure. Benjamin Netanyahou va exposer point par point son raisonnement. Il suggère que l'Iran est mûr pour un changement de régime, que leur programme de missiles balistiques pourrait être anéanti en seulement quelques semaines. En bref, une victoire quasi certaine selon lui. Son discours trouvera un écho favorable auprès de la personne la plus importante dans cette salle, Donald Trump, qui les jours suivants restera ouvert à tous les avis, même les plus sceptiques, comme celui du chef d'état-major des armées, qui lui confiera, je cite, « Monsieur, d'après mon expérience, c'est la procédure habituelle des Israéliens. Ils en font trop et leurs plans ne sont pas toujours bien élaborés. Ils savent qu'ils ont besoin de nous et c'est pourquoi ils insistent autant. » Finalement, les ambitions de Donald Trump mélangées à un renseignement qui fera tout basculer, celui de savoir que l'ayatollah Khamenei se trouverait dans une position vulnérable dans les jours suivants, finiront par pousser le président américain à prononcer les mots suivants à bord d'Air Force One à son chef d'état-major des armées. L'opération Epic Fury est approuvée, pas d'annulation. Bonne chance. On se croirait vraiment dans un film ou dans une série télé, sauf que c'est le vrai monde. Merci beaucoup Théo pour nous avoir donné le détail de cet article qui est passionnant, Patrick. Oui. On apprend plein de choses. Et quand on voit les réserves de Marco Rubio qui dit c'est du bullshit, ou de tout le monde. De tout le monde, exactement. Voilà, y a personne. Sauf Pete Hegseth, peut-être, son secrétaire à la guerre qui lui veut vraiment y aller. Oui, il veut vraiment y aller, mais je doute de son influence. Non, c'est fait, pardon, mais totalement marabouté. Tout simplement parce que les Israéliens savent exactement comment s'y prendre. On le voit, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le New York Times indique qu'il y avait très peu de monde dans la salle pour éviter les fuites, et on a absolument tout, y compris le décor, y compris la façon dont Donald Trump s'est assis dans la Situation Room. Jamais un chef d'État ou de gouvernement étranger n'entre dans la Situation Room, sauf si vraiment on est dans des cas très extrêmes. C'était effectivement cette situation-là, et au lieu de s'installer dans les images qu'on peut voir dans les fictions notamment, c'est-à-dire au bout de la table, il se met au milieu, et face à lui, donc vraiment à portée de postillon quasiment de Netanyahou, eh bien il écoute en fait un plan fait en bullet points avec notamment des images vidéo montrant les possibles futurs leaders après un changement de régime. Ça prend à peine 1 heure, mais le lendemain, effectivement, comme ça a été expliqué à l'instant, la CIA s'est mise en branle, a sorti les documents en disant farcical, c'est ridicule. Derrière, Marco Rubio a dit en fait, je traduis. En d'autres mots, c'est des conneries, bullshit, disons-le comme ça, et tout le monde est d'accord, et au final, mais c'est vous qui décidez, alors, Monsieur le Président. D'un mot, Général Sidos, évidemment, quand vous voyez ça sur enfin, on est sidéré par le fait que la voix de Dan Kane ne soit pas du tout entendue par rapport à celle de Benjamin Netanyahou. Alors c'est ce qu'on attendait en fait, parce que dans tout début de conflit, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment la décision a été prise, comment ça a été élaboré. C'est le grand sujet qui est traité à l'école de guerre. C'est le grand sujet. Tout le processus d'élaboration de la décision. Tout ce que les militaires proposent à la décision politique. Avec toutes les hypothèses, j'ai un petit peu oublié le vocabulaire, je suis désolé. Avec toutes les hypothèses, les supposés, etc. Bon. L'un des derniers grands exemples de gaffe militaire, de grande erreur militaire, c'est l'intervention soviétique en Afghanistan en 79. Et là, on a toutes les minutes du Politburo, donc on sait très bien. Et là, on a à nouveau le détail. Et ça, c'est passionnant. C'est-à-dire que vous avez des politiques qui prennent des décisions passionnelles.